Bienvenue à Droit au but sur Actuel Média Burkina. À chaque numéro de cette émission, nous vous donnons les clés de lecture pour mieux comprendre l'actualité sociopolitique, économique, culturelle au Burkina Faso, mais aussi à l'international. Et ceci grâce à nos invités comme M. Larva Israël Lompo, ici présent. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Et d'Afrique, mais aussi membre du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Si on devait présenter M. Larva, qu'est-ce qu'on va dire? Au-delà du fait que vous soyez de la société civile, c'est sûr que vous avez eu un parcours. En quelques lignes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, il faut dire que d'abord, je suis un autodidacte. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Je suis gestionnaire de formation. Je suis aussi présentement à la tête comme DGA au groupe Horizon FM. Ouais. D'accord. Alors, c'est un nom bien averti que nous avons ici pour parler de la mise en place des organes de la transition au Burkina Faso. Je rappelle que le Burkina a connu un coup d'État le 24 janvier et à l'issue, le cheminement vers une transition crédible pour des élections en 2025 sont en train d'être mis en place, mais avec beaucoup de difficultés. Nous allons essayer de mieux comprendre avec vous. Mais en attendant, nous voyons que le nouveau ministre de la Sécurité a fait une sortie de mise au point, si on peut dire ça comme ça, interpellant donc les utilisateurs des réseaux sociaux quant aux éventuelles diffusions d'informations qu'il qualifierait de non fondées et pas du tout vraies. Des sanctions pourront intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est le devoir de tout gouvernement qui se respecte de prendre certaines décisions. Donc, pour ce qui concerne la bonne gouvernance, pour ce qui concerne, dans le cas précis donc, de la lutte contre le terrorisme, de recadrer quand même certains comportements et certaines réactions. Ce qui est plus étonnant, ce n'est pas le fait que dans la logique des choses que le ministre essaie de recadrer donc, les lanceurs d'alerte, ceux qui partagent surtout suite à la vidéo qui a circulé, que nous avons tous suivi, qui faisait donc la promotion d'un certain nombre de terroristes et qui menaçaient donc non seulement l'armée, mais également la paix au Burkina Faso. Donc je disais, ce qui est étonnant, c'est de voir eux aujourd'hui qui ont bénéficié des mêmes alertes et qui ont poussé, et même des gens qui révélaient des secrets militaires, des secrets d'État, qui ont poussé le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré à tomber, à chuter, à sa chute, et qui viennent aujourd'hui pour s'opposer aux mêmes pratiques qui les ont conduits au pouvoir. C'est comme si, subitement, après avoir pris la direction du pays, ils se rendent compte que l'échelle qui leur a permis d'arriver au pouvoir, ils ne peuvent plus permettre à quelqu'un d'autre de passer par la même échelle pour arriver au pouvoir. Donc, ils ont compris que il faut recadrer ça, même si cette échelle les avait permis à eux d'arriver. Donc, je pense que c'est une prise de conscience. Du danger que cela pourrait représenter, non seulement pour le pays, mais pour eux surtout, qui sont au pouvoir également. Voilà, dans cette lutte. Mais c'est encore plus étonnant que jusqu'aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pris aucune mesure de poursuite contre ceux-là qui ont révélé des secrets d'État, des secrets militaires dans la lutte contre le terrorisme, et des secrets qui ont même poussé à faire tomber un président, à bouleverser les institutions de la République, qu'aujourd'hui, et il laisse ces personnes en liberté pour venir condamner ceux qui empruntent le même chemin.
D'accord. En fait, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, cette même semaine, je crois pas plus tard que le mardi, euh, l'État ivoirien a fait des propositions de loi sur les lanceurs d'alerte, blogueurs. Si tu diffuses des infos tout à fait fausses, tu seras puni par la loi. Et je pense que c'est la restriction des libertés qui est en jeu ici. Et chacun devrait prendre conscience avant toute diffusion, vérifier ses sources plusieurs fois et avant de diffuser donc l'information. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la mise en place des organes de transition. Et quand on regarde, il y a eu beaucoup de choses. On ne sait pas quand est-ce que le Premier ministre va être nommé, le gouvernement. Tout ça, ça y est là maintenant. Mais on a encore également des difficultés dans la mise en place des délégations spéciales ou encore la nomination à la tête de certaines structures. Et on se demande beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui explique cette ambiguïté de la situation actuelle? Le fonctionnement ou la mise en place des institutions d'un pays dépend de son leader. Et ça, c'est la responsabilité au colonel Damiba qui a pris ses responsabilités pour arriver au pouvoir. Quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas de plan, quand on n'a pas de solution, on ne fait pas de coup d'État. Et quand il a fait le coup d'État, certainement, il se disait avoir des solutions que le peuple lui a accordé un crédit en ne sortant pas manifester contre ce coup d'État-là. Alors, si aujourd'hui on se rend compte qu'en réalité, il a, après avoir pris fonction sur le terrain, il a découvert qu'en réalité, il y a des choses qui dépassent ce qu'on pouvait voir étant de dehors. Et je pense que c'est ça qui explique la lenteur de la mise en place des institutions et qui explique également tout ce tâtonnement quand même quand il s'agissait même de voir la forme qu'il faut donner à leur mouvement qui aujourd'hui, on ne sait plus dans quelle direction ils nous conduisent. Alors, mais quand vous regardez, nous savons que, par exemple, il y a eu des villes comme Kaya, Koudou, où la désignation des personnes qui devaient représenter les différentes régions au niveau de l'Assemblée nationale de la transition, ça n'a pas fonctionné. On a même fait tomber des chapeaux de chef. Pourquoi autant de lutte pour aller siéger aux institutions de transition? Pourtant, on peut servir l'État autrement. Vous savez, nous sommes dans on s'est retrouvé dans un système que j'appellerais ce qu'on appelle l'effet d'hystérèse. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui se reproduit après la cause qui lui a donné naissance. Nous sommes pleins que le président Kaboré n'avait pas d'autorité, ne manifestait pas d'autorité. Et Damiba est arrivé, ce qui a conduit à sa chute, et le colonel Damiba est arrivé. Au lieu de lui aussi s'affirmer avec son coup d'État, il ne s'est pas affirmé. Le premier discours était affirmatif, mais le deuxième discours a désorienté le peuple. Et toutes les sorties qui ont suivi après le premier discours a désorienté le peuple à tel point qu'ils se sont retrouvés à faire des compromis. Quand on fait un coup d'État, on a un plan, moi particulièrement si je fais un coup d'État, si je faisais un coup d'État, je n'appellerais personne d'aller réfléchir sur ce que je dois faire de mon coup d'État. Et donc, c'est ça, c'est cette manque de fermeté, de s'assumer, de donner une direction claire qui conduit à tous ces débordements que nous voyons, à cette course effrénée des postes et qui conduit à tout ce désordre. S'il s'était affirmé, il donne une direction et c'est lui il avait dit, il choisit des gens qu'il va mettre à la tête des institutions ou autres sur la base de leurs compétences. On n'avait pas à voir, si c'est lui qui choisissait, on n'avait pas besoin d'aller demander aux gens de se consulter pour amener qui que ce soit. Alors, quand on vous écoute et quand on regarde les faits, on se demande si, ce que d'ailleurs beaucoup pensent, que ça risque
d'être une restauration d'un ancien système qui était là depuis les années 87, depuis la mort de Sankara, avec l'appel de certaines autorités qui ont géré avec Sankara, géré avec Blaise Compaoré, et ils ont d'une manière ou d'une autre, ils se sont incrustés dans la transition de 2014. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont toujours là. Est-ce qu'aujourd'hui, Damiba aurait pu s'asseoir dans un bureau, décider sur la base des gens qu'il connaît, décider un tel aurait pu faire l'affaire, et puis on n'en parle pas? Si c'était fait comme ça, on n'allait même pas en être là. Et parce que j'étais un des premiers à écrire un article pour décortiquer, pour justement critiquer cette sortie hasardeuse où il a parlé de non-révolution, que leur mouvement ne s'inscrivait pas dans une logique révolutionnaire, ce qui a refroidi une fois de plus, la seconde fois, le peuple. Et donc, c'est dit que ce que je dis là, le comportement, tout ce qui se passe dépend du charisme du leader, du charisme qu'il impose. Si le président Damiba, son premier discours, il avait respecté les termes de son premier discours, il s'assume, il prend, c'est eux qui ont fait leur coup d'État, il choisit des hommes avec qui pour travailler, on n'en allait pas arriver là. Mais les compromis de vouloir légaliser ce qui n'est pas légal, de ne pas pouvoir s'assumer, c'est ça qui nous a conduit à la. Si il avait la possibilité, en faisant le coup d'État, en prenant ses responsabilités, il s'assumait, et puis c'était fini. Est-ce qu'on ne peut pas rectifier le tir maintenant? Il y a des compromis dans lesquels lorsqu'on se retrouve, il est très difficile de faire demi-tour. Vous avez vu, la CEDEAO n'a pas condamné. La France, condamné, sanctionné, je veux dire. La France n'a pas sanctionné, personne, l'Union africaine, les États-Unis, chacun a suivi. Parce que tout simplement, le discours du président faisait l'affaire de ceux de l'extérieur. Quand on vient dans un pays, on prend le pouvoir, dans un pays en guerre, on s'assume. On ne cherche pas à plaire. On doit chercher à convaincre l'opinion interne. L'opinion interne. Il faut mobiliser le peuple pour que le peuple puisse comprendre. Celui qui va suivre la volonté du peuple pour nous accompagner, qu'il nous accompagne. Mais je vous dis quelque chose. En 2001, Joseph Stiglitz, qui était comptable à la Banque mondiale, qui a travaillé à la Banque mondiale et au FMI, il a fait une découverte étonnante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où se trouve le président Damiba, ça veut dire qu'il fait la cour à la communauté internationale. Qui dit communauté internationale parle de la Banque mondiale et du FMI. Alors, quand un président arrive au pouvoir et il commence à faire la cour à la communauté internationale avec des discours où on inclut même des institutions qui n'ont jamais rien apporté au peuple burkinabé ou au peuple africain comme la francophonie, je ne vois pas à quoi ça sert, et qu'on fait des sorties pour louer ces institutions, ça veut dire que la transition n'est plus gérée par celui qui l'a provoquée, mais par ceux de l'extérieur. Est-ce que cela ne peut pas compromettre l'avenir de cette transition? Parce que si au cas où... Ce n'est pas l'avenir de la transition que ça compromet, hein. C'est l'avenir du pays que ça compromet. Parce que c'était une occasion pour le président Damiba de s'assumer, de prendre le peuple à témoin, en ne cachant rien, les forces et les faiblesses économiques du pays, ce qui doit nous attendre, ce qu'on doit faire, les solutions qu'il avait apportées, hein, à tout ce qui doit nous être imposé. En ce moment, s'il faisait ça, il n'y avait pas de... Mais à l'heure actuelle, ce comportement risque de coûter très cher, pas à la transition, mais à l'avenir du pays par rapport à sa souveraineté. Alors, quand on regarde, on a des difficultés pour mettre en place la transition, mais également on constate que malgré l'arrivée des Burkinabés, c'est le constat de beaucoup de Burkinabés, si vous sortez, ne serait-ce que dans la ville de Ouagadougou, vous verrez que l'opinion semble de plus en plus dans une situation de doute quant à la capacité réelle même des militaires qui sont arrivés, parce que la situation sécuritaire ne fait que se dégrader au quotidien.
Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, lorsqu'il est arrivé, la première erreur, c'est d'avoir pensé que les prix Nobel avaient la solution du Burkina. Le comité qui l'a mis en place, qui a fait sortir, qui a fait des propositions, je veux dire, excellentes sur papier. Parce que le problème n'est pas les textes qu'ils ont proposés. C'est l'application. C'est l'application. L'esprit des textes est excellent. Mais l'application est compliquée. C'est très difficile à comprendre. Ce qui fait qu'ils ont eu d'abord des problèmes même sur certains points. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque on veut mettre un comité de ce genre, on leur donne du temps pour travailler. Et on implique seuls les acteurs, les principaux acteurs. Parce que ceux qui vivent en réalité la crise sécuritaire, qui connaissent les réalités du terrain, ce n'est pas des universitaires. Ce n'est pas des bureaucrates qui sont entre deux avions. Je vais vous donner un exemple. Regardez les propositions qu'ils ont faites. Il n'y a pas, la composition des choses. C'est comme si on s'est assis à Ouagadougou, demandé à ceux de Ouagadougou de réfléchir sur l'avenir du pays, alors que ceux qui vivent les réalités des choses sont principalement dans les campagnes. Ouais. Dans son programme, il avait prévu un ministère qui est chargé des religions et autres, des traditions, choses. Mais ce ministère-là, vous pensez qu'on peut mettre un tel ministère en place avec le comité qu'ils ont mis en place sans avoir consulté tous les gardiens des traditions africaines? Non. Il n'y a pas que ceux de Ouagadougou qui font les traditions du Burkina Faso. Il aurait fallu qu'on appelle dans chaque royaume pour qu'ils viennent s'asseoir, mais pas que les appeler au téléphone. On sait que les chefs traditionnels et également les religieux, ils ont une structure qui peut-être aurait pu... Oui, ça dit que, exactement, aurait pu contribuer et proposer mieux des solutions. En plus de ça, allons également sur la formation du gouvernement. Quand vous regardez la formation du gouvernement, on a, je ne sais pas sur quel profil psychologique ils ont choisi les gens. Il faut faire attention aux différentes intelligences qu'on appelle. Quand nous prenons Basile Bassolma, que je respecte très bien, que je soutiens d'ailleurs, je prends Lionel Bilgou, que je soutiens très bien, que je soutiens fort et que j'apprécie. J'essaie de voir dans leurs différentes sorties, je peux considérer ce que je vais dire là comme des conseils. Vous voyez, Bassolma a une intelligence qu'on appelle l'intelligence épisodique. Cette intelligence permet, celle qu'il a mis en avant, d'ailleurs, celle par laquelle on l'a connue, cette intelligence-là s'appelle intelligence épisodique. Elle lui permet d'avoir des souvenirs des événements passés, des textes. Quand il te décortique un texte, tu es d'accord. Ouais. Mais je n'ai pas encore suivi M. Bassolma qui fait une démonstration de proposition hors texte. Ce n'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que l'intelligence sématique qui permet à quelqu'un de venir s'arrêter dans un dépotoir ou dans un défectoire, regarder ce défectoire et voir autre chose, voir un centre de résistance. C'est-à-dire, comme Moustapha Tchombiano, qui a pris un défectoire du grand marché, dès qu'il est venu s'arrêter, il a vu quoi? Il a vu un centre culturel. Un centre culturel. Il l'a transformé en un centre de résistance. Donc, d'un extrême à l'autre. Ça, c'est l'intelligence sématique. Et là, ça reste accroché à l'image de l'individu. Et c'est ce qui manque dans ce gouvernement. Vous allez voir, s'il avait fait appel à certains artistes en matière de créativité, ils allaient nous proposer des choses, réaliser des choses qui allaient impacter véritablement la vie des gens. Parce que là où est Bassolma, il risque de démissionner. Parce que ce n'est pas tout ce qui est écrit dans les textes qu'on peut appliquer. Ouais. Il risque de démissionner parce qu'on ne va pas l'écouter. Toutes nos institutions dépendent de l'extérieur. Et il n'y a pas un seul pays au monde qui
qui a pu lutter contre la corruption sans se débarrasser premièrement de la Banque mondiale et du FMI. En la matière, on voit que le Mali a pris un pas dessus. Alors, nous allons parler maintenant de cette décision du président du Faso de faire appel aux jeunes militaires retraités, ceux qui sont partis à la retraite en 2019, 2020 et 2021 pour contribuer à la lutte contre l'insécurité. Quelle appréciation vous faites de cette décision? Non, c'est toujours bien. Oui. C'est toujours bien de faire appel à tous ceux qui peuvent contribuer dans la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme. C'est toujours bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que véritablement notre problème se trouve dans le nombre de soldats ou dans la compétence? Il faut se tuer. Ou bien dans l'organisation ou dans la réactivité. Ou bien dans la désignation de notre ennemi. C'est ça qui se pose. Si nous avons un problème de soldats, c'est-à-dire nous avons un problème de nombre de soldats sur le terrain, ça va résoudre le problème. Mais si le problème se trouve ailleurs, dans l'inactivité ou la lenteur de réactivité ou la lenteur des prise de décision des plus hautes autorités, alors, quel que soit le nombre de soldats qu'on mettra sur le terrain, ça ne résolvera pas le problème. D'accord. On a vu qu'on est presque arrivé au fond de l'abîme. Pourquoi? Des femmes qu'on déshabille toutes nues et les laisser aller dans les villes. Quand vous voyez cette image, qu'est-ce que cela vous renvoie? C'est choquant. Je ne peux pas. C'est difficile de regarder de telles images dans un pays. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très grave. Donc, il faut que les militaires qui disent avoir pris leurs responsabilités l'assument jusqu'au bout. Oui, qu'ils réagissent automatiquement et vite. Parce qu'on ne peut pas attendre, parce que c'est des malédictions qu'ils attirent sur le pays, je suis désolé, mais c'est des malédictions qu'ils attirent non seulement sur le pays, mais premièrement sur nos autorités qui sont là, qui sont censées nous sécuriser. Et donc, il faut une réaction ferme sur le terrain. Et là dépendra aussi du choix du partenaire. Nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup, c'est plus Russie. Mais vous, en tant qu'observateur, observateur de la chaîne politique internationale, quel pourrait être le partenaire idéal, sinon les partenaires que le Burkina pourrait s'approcher? Parce que quand on prend, par exemple, la Chine, qu'on a fait revenir il n'y a pas longtemps, comme on le dit dans le ladage, c'est au moment des difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Mais jusqu'ici, on n'a pas vu ni les institutions, ni les grands amis du Burkina venir qu'ils pourront apporter une petite solution. Parce qu'il n'y a pas de partenaire idéal. Il n'y a pas de partenaire idéal, mais il y a des intérêts idéaux. Lorsque c'est à nous de choisir où se trouvent nos intérêts. Voilà. Et il y a des gens qui sont moins dangereux que les autres. La Russie est moins dangereuse que la France parce que la Russie te dit, voici ce que je veux. Moi, j'ai besoin de tes matières premières. J'ai besoin de temps pour t'aider à lutter contre le terrorisme. Et quand il vient, il t'aide à lutter contre le terrorisme. Honnêtement et franchement. La France te dit, je viens t'aider à lutter contre le terrorisme, mais je vais rester aussi longtemps que possible sur ton territoire. Autrement dit, tant que je serai ton partenaire, tu ne pourras jamais vaincre le terrorisme. C'est ce qu'ils ont dit aux Maliens. Et j'ai suivi une vidéo d'un Malien qui interpelle les Burkinabés à s'élever parce que depuis que le Mali a rompu ses relations au niveau du renseignement avec les Français, les attaques qu'ils connaissaient, les attaques par surprise, ils n'ont plus connu ça. Parce que de par le passé, à chacune des sorties des soldats maliens, on informait les Français et après on voit qu'il y a une embuscade. Que donc lui, il interpelle les Burkinabés vraiment à prendre conscience de cela et vraiment interpeller nos autorités. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. On constate, c'est ce qu'on avait parlé dans la question précédente, le vrai problème des partenaires des pays sahéliens qui traversent
des situations difficiles en ce moment. On est prêt à envoyer l'argent pour faire je ne sais, du n'importe quoi, appuyer des événements qui n'emportent pas grand-chose dans l'évolution des nations, dans l'histoire de ces pays. Mais aujourd'hui, où on devait voir vraiment ses partenaires venir, c'est compliqué. Parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça ne leur donne rien. La guerre est un business qui apporte gros à ces soi-disant partenaires. Et donc, je ne vois pas comment vous allez demander, par exemple, à la France d'aider à finir avec le terrorisme en Afrique, du moment où sa présence est très stratégique. Le Sahel est très stratégique pour la France et pour même les États-Unis. Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État du président Nixon, il a dit « Nous n'avons pas à permettre les pays comme l'Afrique et l'Asie à connaître le développement, car ces pays sont assis sur d'énormes quantités de matières premières que nos enfants auront besoin à l'avenir. Le développement dans cette partie du monde est un dangereux pour nos enfants. » Donc, tout est clair. Quelle serait la solution pour le Burkina à court terme par rapport à la question sécuritaire? En fait, le Burkina, le véritable problème du Burkina, c'est quoi? Pour venir à bout de ce terrorisme, il faut d'abord que le Burkina essaie d'utiliser les conséquences, les conséquences nées de ce terrorisme-là pour résoudre le problème, pour résoudre un tant soit peu le problème du terrorisme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des déplacés internes qui sont un peu partout. Ça ne sert à rien de les ramener dans les lieux d'habitation d'avant. Parce qu'avant, il y avait déjà des deux villages qui sont côte à côte. On ne pouvait pas aller mettre un barrage dans un village et demander à la population de l'autre de venir travailler dans le même village. Et donc, il faut tirer profit des conséquences du terrorisme. Et du coup, ça permet de mettre, par exemple, la majeure partie des déplacés internes sont des agriculteurs, des éleveurs. Dans leur zone de déplacés, dans leur zone de résidence, d'accueil actuelle, qu'on trouve des cadres où on va créer des villages agricoles, des villages animaux. Et on permet, en ce moment, ils ont appris à cohabiter. Il n'y a plus que c'est tel village, c'est tel village. Et on crée ça, et ça permet de réduire le champ à sécuriser. Et donc, on crée ces villages, ces populations-là sont désormais dans une zone qu'on peut facilement sécuriser, que de le ramener dans les lieux d'habitation. Si ça c'est résolu, on résout du coup deux problèmes. On réduit les facteurs qui aggravent le recrutement des terroristes, c'est-à-dire le manque d'emploi, parce qu'on aura désormais l'agriculture qu'on peut ouvrir à tous ces paysans et leurs enfants qui vont cultiver, ou encore l'élevage, où on peut mobiliser dans les zones d'élevage comme le Sahel, où on peut les mobiliser dans un endroit pour les sécuriser et permettre de produire. Du coup, qu'est-ce qu'on résout? On résout les problèmes de la faim qui est en train de nous guetter, et on résout, un tant soit peu, on réduit le centre d'action dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, il faut commencer par là. Mais vous allez voir, ils vont les ramener dans leur habitation passée, là où ils ont été chassés, avec 2 sacs de riz, avec 50 000 francs, et puis on va les abandonner. Le deuxième mois, les terroristes vont venir encore les chasser. C'est ça le problème. Et ce sont ces programmes que la Banque mondiale et le FMI ne vont jamais soutenir. Et donc, pour que cela puisse se faire, il faut que ça soit un président qui a confiance à son peuple, qui engage son peuple et qui fait comprendre son peuple la nécessité du sacrifice. Même lancer des appels, des appels de fonds pour soutenir ces gens d'initiative. Vous allez voir qu'on allait résoudre plus rapidement la question du terrorisme, parce qu'on aurait réduit l'espace à sécuriser, et on aurait résolu également une grande partie des problèmes liés à la pauvreté et à la faim. Mais la Banque mondiale, le FMI, la France, ils ne soutiendront jamais ce type d'action. On l'aurait compris qu'on ne peut se développer que par soi-même. Je rappelle que notre invité était M. Larba Israël Lompo, président du mouvement Œil d'Afrique. C'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver un autre numéro de Droit au but sur Actuel Média Burkina. Mais en attendant, vous pouvez suivre sur toutes les plateformes, à savoir Facebook, YouTube, Twitter, et Instagram et bien sûr TikTok. Au revoir.